Ils sont là, tapis dans l'ombre, ils vous guettent dans les campagnes. Je veux bien évidemment parler des demi-habiles. Alors, cette vidéo n'était absolument pas prévue dans le cursus initial. Il se trouve que je suis tombé récemment sur un rush qui ne m'a pas laissé le choix, littéralement. Il y avait trop de sophismes, trop de raisonnements foireux et trop d'illustrations extrêmement propres et plutôt intéressantes et didactiques des concepts que je développe dans d'autres vidéos. Aussi, je me suis rapidement saisi de cette opportunité, mais que voulez-vous, 3 demi-habiles qui discutent d'épistémologie, j'ai pas résisté. Générique. Lorsque j'ai découvert la notion de demi-habile, ça a provoqué en moi un grand soulagement. Grand soulagement parce que le terme expliquait exactement ce que je voulais exprimer. Je ne le connaissais pas jusqu'alors, je l'ai appris bien après 35 ans. Un demi-habile, c'est vraiment quelqu'un qui a un début d'habilité, un début de compétence, mais qui ne va pas au bout de ses raisonnements, qui ne va pas au bout de ses réflexions, et qui du coup reste dans une espèce de mi-chemin comme ça, dans lequel il peut se gargariser de son habileté sans se rendre compte que toute la partie la plus fine, la plus intéressante lui échappe littéralement. J'avais déjà commencé à constater ça quand je me formais en hypnose, et où je vous avais fait justement donc une vidéo là-dessus, qui s'appelle « Les recadrages foireux d'hypnotiseurs », mais où à l'époque déjà on me disait non, on ne peut pas forcer quelqu'un sous hypnose à faire ce qu'il ne veut pas. Ah oui, bon d'accord, très bien. Et puis l'inconscient ne dit jamais non. Ok, très bien. Puis là je faisais, mais c'est totalement contradictoire en fait, quand on y réfléchit 2 minutes. Mais j'étais à peu près le seul à voir qu'il y avait un problème logique, tout le monde était là, genre oui, d'accord. Et ce genre de choses s'est reproduit allègrement pendant toutes mes études, dans lequel les professeurs pouvaient dire A et non A comme ça, et ça passait crème quoi. Et puis parce qu'il y avait une position d'autorité, les gens, en bons petits soldats, en bons petits sujets de psychologie sociale, disaient oh le professeur, donc je comprends pas, donc c'est sûrement qu'il n'y a pas de contradiction. Mais si, il y en a une, bon sûr, et c'est complètement énervant de voir ce genre de choses qui continuent. Cet extrait que je vais vous montrer est donc issu d'un documentaire paru récemment sur Arte, enfin d'une émission, c'est un extrait que j'ai chopé comme ça sur le web, dans lequel on voit donc 2 intervenants, le tout présenté par Raphaël Enthoven, qui essaye péniblement de faire de l'épistémologie autour de la notion de complotiste. Oui, le complotisme, c'est du soupçon sans le doute, en réalité. Formidable. Et le soupçon, c'est une position existentielle, pas une position épistémologique. C'est vrai que là, en plus, la tournure est particulièrement fine, particulièrement jolie. On voit que Raphaël Enthoven est déjà au bord de l'orgasme, mais c'est vrai que littérairement, c'est tout à fait joli. Voyons voir ce qu'il veut dire. Et le soupçon, c'est une position existentielle, pas une position épistémologique. Ça veut dire que c'est un soupçon a priori, en vérité. Les complotistes disent souvent on est bien obligé de constater que, mais en réalité, tu ne constates que ce que tu vois. Étienne. Alors là, déjà, on voit qu'il y a une première, je sais pas vraiment si on peut appeler ça une manipulation, mais enfin, en tout cas, il y a déjà un problème logique. C'est que vous avez bien remarqué que le terme de complotiste, qui n'est jamais défini, qui en fait n'a pas vraiment de définition claire, mais bon, admettons, là, ils essaient de définir quoi, rentrer dans leur référentiel. Un individu qui a comme position ontologique le soupçon relève d'une forme de paranoïa ou de structure paranoïaque. Donc, en effet, on pourrait discuter de la position épistémologique. Là, ils affirment dogmatiquement que c'est pas une position épistémologique. Mais en fait, si. déjà, ne serait-ce que parce que les paranoïaques ont été sélectionnés darwiniennement jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, et il y en a encore qui apparaissent tous les jours sur tous les continents. Donc ça, c'est déjà une preuve simple, qui est que la manière de percevoir le monde basée sur le soupçon a priori paranoïaque n'est pas moins fonctionnelle que, on va dire, le point de vue mainstream. Il y a même des gens qui étudient ça, et qui montre justement comment les individus avec des traits paranoïaques forts s'en sortent généralement mieux pendant les crises que les autres.
puisque pendant les crises, justement, il y a beaucoup plus d'opportunités de se faire trahir, de se faire voler ses ressources, etc. Et donc, effectivement, le Robert qui est là avec son fusil de chasse, et qui dit « Ah bah, approchez pas à moins de 30 pieds, sinon je vous mets du plomb dans le caillasse », bon, et ben celui-là, il risque moins de se faire avoir par temps de crise, oui. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut voir le monde, évidemment, mais je dis simplement que l'assertion lapidaire qui consiste à dire que ça n'est pas une position épistémologique, déjà d'emblée, on est sur une espèce de disqualification a priori qui, dès qu'on gratte un petit peu, ne tient pas vraiment. J'ajoute à cela que dans leur raisonnement, il y a déjà un amalgame, du coup, entre une posture paranoïaque ou paranoïde et ce qu'on va appeler le complotisme, qu'on n'a en réalité pas encore défini, du coup, puisque ce qu'il décrit, c'est plutôt une attitude paranoïaque ou paranoïde. Donc, de deux choses l'une, où les deux notions sont synonymes. Pourquoi pas, à la limite, moi je veux bien. Mais dans ces cas-là, vous comprenez bien qu'il n'y a pas, en France, 10 ou 20 ou 30 millions de paranoïaques. C'est-à-dire que là, il y a déjà un premier glissement, c'est-à-dire qu'on essaie de faire passer l'un pour l'autre et d'amalgamer les deux, qui consiste à dire, si tu es complétiste, alors tu es paranoïaque ou paranoïde. Et ça, déjà, c'est une forme de manipulation. C'est extrêmement subtil, c'est extrêmement vicieux, je trouve ça absolument gerbant personnellement. La rigueur intellectuelle voudrait justement que l'on essaie déjà de définir ce que c'est qu'un complotiste. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous y renvoie. Mais enfin là, pour moi, on n'est vraiment pas loin du tout de ce qu'on pourrait appeler un sophisme de déshonneur par association. Or, pour penser sereinement ces questions, la base, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, là je vais beaucoup radoter, en fait je vais reprendre des concepts qu'on a déjà vus dans des vidéos, puis là je vais les appliquer simplement à cet extrait avec ces messieurs. La base, c'est d'enlever et d'ôter absolument toute valence émotionnelle, négative comme positive. Tant que vous mettez des connotations, et ben vous êtes en train d'influencer le système limbique, et vous ne pouvez pas penser les choses avec clarté. Alors après, on arrive assez vite dans la propagande, tout simplement. C'est beau le soupçon sans le doute. Hein. Oui, mais le grand ressort du complotisme, tel que je le perçois, c'est l'idée que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Là, c'est génial. Attendez, je vous le remets. C'est l'idée que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Le grand ressort du complotisme, c'est dès que l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Mais c'est une base en épistémologie, nom de Dieu! Que l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. T'es en train de nous dire que suivre une épistémologie rigoureuse, c'est être complotiste? Imbécile! Vous connaissez l'histoire racontée par Russell. Il rencontre quelqu'un, Bertrand Russell. Moi, oui, mais Bertrand Russell, les gens qui... grand logicien, prix Nobel de littérature, raconte l'histoire de monsieur qui pense qu'il existe une théière qui circule dans l'espace aux confins du système solaire. On s'en est servi déjà. Voilà, et Russell dit, comment pouvez-vous me prouver que cette théière existe? Et le monsieur en question inverse la charge de la preuve. Prouvez-moi qu'elle n'existe pas. Voilà, et ce qui est impossible. Alors là, ils ont là encore parfaitement raison. On ne peut pas prouver la non-existence d'une chose, mais comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur Dieu existe-t-il, vous remarquez là que Étienne Klein et Raphaël Enthoven, les deux, utilisent à tort et à travers le terme d'exister. On sait que ça existe, ça n'existe pas, etc. Les amis, on ne sait pas ce qui existe. La seule certitude que l'on peut avoir, et ce n'est pas la démarche scientifique qui va nous la donner, nous permettre de l'éprouver, c'est l'unité de toute chose. Mais à part ce genre de moment, d'état mystique qui nous permet d'éprouver dans notre chair l'unité absolue de toute chose, la notion d'existence est une confusion entre la carte et le territoire. Je sais que je l'ai déjà dit, je suis désolé pour ceux qui me suivent, mais là, de voir des gens qui ont des doctorats et qui s'entresucent les uns les autres... Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Ne pas avoir compris des notions aussi basiques, et qui en plus prétendent nous faire un cours d'épistémologie. Écoutez, c'est à s'arracher les cheveux, regardez le résultat, ça fait des années que je me les arrache, je n'en ai plus, je vais commencer à gratter la peau là. Hein. L'inversion de la charge de la preuve est infiniment commode. Je déclare que la défaite de Trump est le fait d'un complot, par exemple. Bon, prouvez-moi le contraire. Alors là, Enthoven revient sur des basiques, de chez basique, de l'inversion de la charge de la preuve, etc. Il a parfaitement raison, j'ai rien à dire sur le sujet. Simplement, il est ici en train de recréer une bonne vieille mimésis, un bon vieux conflit mimétique girardien, entre le pré-rationnel qui ne maîtrise pas la charge de la preuve, et sa maîtrise flamboyante du rationnel. Donc là encore, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire,
Et là, ces trois intellectuels, si vous voulez, sont en train de tirer sur l'ambulance, quoi. Hein. C'est un petit peu comme si on avait trois champions de MMA de 2,15 m, comme ça, qui allaient tabasser une petite grand-mère à la sortie du distributeur automatique pour lui piquer son goûter ou son sac à main. C'est sûr qu'ils vont gagner, hein, là, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est un non-sujet, quoi. Enfin, je veux dire, mais ils arrivent à habiller ce non-sujet comme si c'était un sujet, en se basant justement sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la confusion entre la paranoïa et le complotisme. Et ça, c'est extrêmement vicieux, parce qu'ils sont en train de subcommuniquer le message que toute personne qui postule l'existence d'un complot, etc., est nécessairement paranoïaque, ne maîtrise pas la charge de la preuve, et ils sont en train d'en faire des équivalences directes. Mais comme je l'ai expliqué largement dans la vidéo sur Au-delà du rasoir d'Occam, les choses sont en fait beaucoup plus complexes, et ça, leur rationnel plafonné ne le comprend pas, parce que eux, ils utilisent le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, la charge de la preuve, ça c'est des notions de base en rationnel plafonné, bah oui, sauf que dès qu'on fait un petit peu de désinformation, dès qu'on étudie un petit peu justement l'espionnage, le contre-espionnage, la fabrique de l'opinion, etc., et ben on se rend compte que le rasoir d'Occam brut, ou en tout cas appliqué comme ils le font, est utilisé hors de son champ d'expertise. Enfin, écoutez, je vais pas vous refaire ici en fait ma vidéo sur le rasoir d'Occam, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Pour moi, on est là dans l'illustration absolument emblématique de ce que je vous disais dans la vidéo sur Au-delà du rasoir d'Occam. Voilà, et donc on a du rationnel plafonné qui se gargarise à frapper dans les côtes du pré-rationnel au lieu de réfléchir. Cette inversion de la charge de la preuve signe la non-scientificité d'une démarche et le désir de se rassurer derrière. Vous diriez ça ? J'adore le présentateur qui, là où il est censé se mettre de côté pour mettre en valeur l'invité, ne peut pas s'empêcher de prendre la place et donc développe une thèse comme ça. Et enfin, vous diriez ça ? Oui, d'un point de vue historique, je pense que le complotisme tel qu'on le voit s'épanouir aujourd'hui est au fond une manière dont notre esprit critique depuis le XVIIIe siècle, à un certain moment, pour des raisons complexes et dont plusieurs partagent sans doute la responsabilité, la manière dont précisément l'esprit critique a mal tourné. Ouais. C'est un dévoiement de l'esprit critique parce qu'au départ, c'est une façon de ne pas être... C'est la mutation du doute, l'involution du doute en soupçon. C'est-à-dire que c'est ce que Bruno Latour, appelle le révisionnisme instantané. Et au fond, on parlait du soupçon et de cette position existentielle en réalité pulsionnelle. Et on s'engouffre, et on s'encroute, et on s'enfonce dans le conflit mimétique, avec d'un côté les gens qui maîtrisent la théière de Russell, la charge de la preuve, et les autres qui sont dans le pulsionnel. Mais mettez-vous à jour en termes de neurosciences, nom de Dieu. Le néocortex se base sur le limbique. Il n'y a pas de pensée pondérée, de pensée complexe, de pensée rationnelle, sans derrière le cerveau limbique. Allez lire ou relire Damasio, nom de Dieu, et les autres auteurs qui depuis 20 ans ont fait cette découverte. Vous avez entre 20 et 25 ans de retard dans votre épistémologie et votre approche du cerveau humain. Ça soulage un peu. Hein. Au fond, l'esprit critique nous amène à nous poser des questions en disant avoir ce soupçon, ce saint soupçon. Ah, alors maintenant il peut y avoir un saint soupçon. C'est-à-dire qu'avant on était sur une dialectique entre le doute qui là était saint, esprit critique, machin, posé, et puis le soupçon qui n'était pas donc, qui relevait du pulsionnel, de la peur enfouie, etc. Et là on a un saint soupçon. Oui, donc en fait, il y a le bon soupçon, le mauvais soupçon, mais bon, le bon soupçon, c'est le bon soupçon, parce que c'est le bon soupçon, quoi. Puis le mauvais soupçon, c'est le mauvais soupçon, quoi. C'est pas pareil, quoi. Est-ce que ce que je reçois, est-ce qu'il faut pas que je regarde derrière, que je regarde les conditions, que je vérifie les sources, que je remette en question une évidence? Oui, voilà, c'est ça qui va te faire passer du statut de demi-habile au statut d'habile. Ce serait vachement bien. Or, le soupçon complotiste, c'est au fond une décharge, non. Une espèce de non violent et définitif. Voilà, donc là vous voyez qu'on a l'illustration parfaite de ce que je vous disais tout à l'heure sur cette espèce de tentative de faire un amalgame entre la paranoïa et le complotisme. Si vous regardez bien, prenons au hasard l'exemple des vacherins. Hein, nous sortons de toute une crise avec plein de gens qui se sont dit « Oh là là, quand même, c'est bizarre, les laboratoires n'assument pas pénalement les risques. » Ça déjà, c'est quand même assez étrange, etc. Donc, il y a un certain nombre d'arguments pour la vacherinisation, enfin bon bref, c'est général. Et puis, il y a un certain nombre d'arguments contre. Et on peut, quand on est entre personnes de bonne compagnie,
justement écouter les arguments des uns, des autres, tout en nuances. Comme le disait Raoult... Si on reste dans cette vision du tout ou rien, du pro-vax et anti-vax, qui est un langage d'imbécile. C'est les idiots qui disent ça. On ne peut pas être entièrement anti-vax et entièrement pro-vax, ça n'a pas de sens. Être pour ou contre, ça n'a aucun sens. C'est vraiment la mort cérébrale. Voilà, donc ça dépend pour qui, quand, etc. Enfin, de la nuance quand on utilise son néocortex, nom de Dieu. Et là, on a quand même quelqu'un qui essaie de nous expliquer qu'il y aurait des gens qui diraient non, stop, par principe, etc. Et il y en a, pas de problème. Mais ces gens-là qui font comme ça, c'est 1%, même pas, de la population. J'ai plus en tête la prévalence de la paranoïa comme ça, mais on doit être à peu près sur 1 à 2%, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a cette tentative d'amalgamer les gens qui disent attends, pourquoi est-ce que les laboratoires, ils assument pas, en fait, les risques pénalement, si jamais c'est sans danger, en fait. Et on va amalgamer ces gens-là qui ont simplement une opinion différente de l'opinion mainstream que les spin doctors voudraient qu'ils aient, avec des malades mentaux. Donc, alors qu'il dit ça sur un ton extrêmement calme, extrêmement posé, extrêmement pondéré, c'est ni plus ni moins la tentative de réduire la divergence d'opinion à de la pathologisation mentale. Et ben ça, c'est un procédé littéralement bolchevique. Alors qu'un esprit critique devrait critiquer la critique. Un homme méfiant se méfie de sa méfiance. Bien sûr. Oui, mais non, mais oui, mais non. C'est-à-dire que justement, en posant la question comme ça, quand tu te méfies de ta méfiance, quand tu es critique vis-à-vis de ton esprit critique, tu rentres dans les problèmes de récursivité en épistémologie, avec tous les théoriciens de la récursivité, les Hume, les Gödel, etc. Tu tombes dans le paradoxe du barbier, par exemple. Tu commences à comprendre que quand tu appliques une notion à elle-même, comme par exemple se méfier de sa méfiance, eh bien tu crées une nouvelle notion qui ne peut pas être mise sur le même plan logique, etc. Bon, je vais pas faire ici un cours d'épistémologie de la récursivité, mais là, lui, visiblement, j'ai pas l'impression qu'il maîtrise vraiment cette notion. Il s'en sert simplement comme une espèce de petite jouissance mentale. On voit bien que quand il y a un bon mot, il est là avec les antennes qui se lèvent. Bon, pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est très joli, les jolis mots, la littérature, les sonorités, les allitérations, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il faut bien comprendre que c'est un pan entier de l'épistémologie et que si jamais il va par là, eh ben il va ouvrir droit les portes de la transrationalité. Alors que le complotiste ne se méfie pas de sa méfiance, puisqu'il considère qu'elle est au contraire le signe d'une vérité dont lui est dépositaire et que les autres nous cachent. Il accuse le monde entier, sauf lui-même, en réalité. Voilà, donc là on repart en fait dans une mimésis gérardienne, où ils sont tous là encore en train de pardonnez-moi hein, pour la vulgarité, mais ils sont en train de s'entrebranler les uns les autres en disant « Oh, regardez, ce paranoïde qui représente que 1 à 2% de la population et qui en fait n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer, donc conformément donc à ce faux amalgame entre parano et complotiste. Et à partir de là, ils se sont créés un bouc émissaire. Ils peuvent dire, regardez, il se remet pas en question. Regardez, il n'utilise pas une forme de récursivité justement pour douter de son doute. Et pendant ce temps-là, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils font exactement la même chose. Et donc, on est là exactement dans une mimésis gérardienne où le fait d'avoir choisi un bouc émissaire, eh ben, justement, va leur permettre d'oublier la faiblesse de leur épistémologie tant qu'ils sont en train de pointer du doigt la faiblesse de celle de l'autre. Vous avez distingué le soupçon du doute. Je voudrais savoir ce que vous en pensez avec ce second témoignage. L'un et l'autre, tout à fait différents, on change de registre. Il s'agit de Benoît Ritaud, qui est un mathématicien, et climato-sceptique. Et c'est ce mot ici qui est intéressant. Peut-on parler de scepticisme en matière de climato-scepticisme? Écoutez-le. Et on en revient encore à une espèce de doxa qui dit qu'est-ce qu'on peut penser et qu'est-ce qu'on ne peut pas penser. Heureusement que cet intervenant va largement relever le niveau. On peut utiliser des probabilités pour essayer, disons, d'intégrer une forme de prudence dans les prévisions des modèles, ça c'est très bien, mais fondamentalement, les probabilités ne servent que quand on est dans une situation d'incertitude et pas quand on est dans une situation d'ignorance. Merci. Enfin un qui comprend la transrationalité, ça fait plaisir. C'est cet amalgame entre incertitude et ignorance que ne comprennent pas là nos intervenants et qui font qu'ils sont en train de patauger dans la mélasse. Benoît Ritaud est maître de conférences en mathématiques à l'université Paris 13 et président de l'association des climato-réalistes. Et je pense que s'agissant du climat, pour une bonne part, on est au moins autant dans une situation d'ignorance que d'incertitude. Pour faire la différence entre les deux, l'incertitude, c'est, je prends un dé, je le lance,
Je ne sais pas sur quelle face il va tomber. En revanche, je peux dire qu'il va tomber sur une des 6 faces et donc je peux faire des probabilités. Là, je suis dans un cadre où les probabilités ont un sens. Mais si je suis dans une situation d'ignorance, c'est un petit peu comme si je lançais un dé dont je ne connaissais pas le nombre de faces ou que je jouais à un jeu de hasard dont je ne connaissais pas les règles. Et là, dans ce cas-là, on peut évidemment essayer de mettre des probabilités, mais ça ne voudra pas dire grand-chose. Ça habillera de mathématiques une ignorance qui ne peut pas être réduite de cette façon-là. Merci, c'est la différence entre les systèmes ouverts, chaotiques, complexes et les systèmes plus ou moins fermés. Un distinguo que nos intervenants n'ont pas vraiment l'air de maîtriser. Mais attendez, vous allez voir, hein, ils vont continuer de creuser. Toi, tu creuses. Autrement dit, nous ne savons pas, nous sommes en matière climatique dans une situation d'ignorance totale et nous essayons d'intégrer ou d'injecter là-dedans quelques éléments de connaissance, mais on a tort de le faire. Non, il ne dit pas qu'on a tort de le faire. Il dit que si on utilise des modèles sur un système aussi complexe, il faut le faire avec une infinie humilité. C'est ce que Taleb explique, très très bien d'ailleurs, quand il dit qu'il y a des gens qui préfèrent avoir une carte des Vosges dans les Pyrénées, plutôt que rien. C'est à la limite, pourquoi pas, tu as le droit de faire des modèles, tu as le droit d'utiliser une approche rationnelle plafonnée pour essayer d'aborder des problématiques transrationnelles, mais fais-le avec humilité, ne le fais pas en disant il n'y a que mon point de vue qui est bon, et si jamais vous ne vous soumettez pas à celui-là, alors vous êtes des paranos, des complotistes et autres. C'est simplement de sortir de l'arrogance épistémique, Raphaël. Il n'est pas question de dire tort ou raison en fait. Tort ou raison, ça veut dire que tu entends ça encore avec ton cerveau limbique, et que tu repars dans un truc binaire, là où cet intervenant mathématicien, visiblement, fait preuve de toute une nuance et d'un niveau en épistémologie que vous ne comprenez même pas. Peut-on parler ici de scepticisme, tiens, Étienne Klein? Oui, mais c'est un scepticisme sectoriel. Qui C'est-à-dire ne s'applique qu'au discours des climatologues, pas au reste de la science. L'argument d'Étienne Klein est intéressant ici, puisqu'il consiste à dire qu'il y aurait donc un 2 poids 2 mesures, et que on se permettrait de douter uniquement de la climatologie, mais pas du reste de la science, et que donc du coup il y a une forme de cherry picking, de double standard, si vous voulez, dans l'art et la manière d'appréhender les connaissances disponibles. Oui, mais non, parce que justement, quand il s'agit de se faire un œuf sur le plat, on est dans un système relativement fermé. En climatologie, on est dans un système ouvert, chaotique, complexe. Et c'est ça que vous ne discernez pas. Il s'agit simplement d'adapter le niveau de confiance que nous avons dans les outils rationnels plafonnés scientifiques au degré de chaos de ce que nous prétendons mesurer. Et ça, eh bien, tu n'en parles pas et tu n'as même pas l'air de le comprendre. Benoît Ritaud dit on ne connaît pas les probabilités. D'ailleurs, la notion même de probabilité n'a pas de sens. Il n'a pas dit ça, hein. C'est quand même terrible, parce que c'est là où on voit que les différents intervenants, vous voyez, ramènent à leur médiocrité, en fait, un propos qui les dépasse. Et après, ils dissertent, et là encore, ils s'entresucent les uns les autres, en disant « Oh, j'ai vu comme ils se trompent », etc. Alors qu'ils n'ont même pas pris le temps d'entendre. C'est pour ça que la base en hypnomachie, déjà, c'est de vider sa tasse. D'essayer d'être dans une posture d'humilité pour réussir à dire « Ok, voilà, est-ce que je peux reformuler ce que tu as dit et que tu me confirmes que oui, c'est bel et bien ça ?» Parce que tant que cela n'est pas maîtrisé comme aptitude, eh ben on est tout seul dans son hubris, tout simplement. Je pense que c'est faux, c'est-à-dire qu'on connaît les règles, on connaît les lois physiques. D'ailleurs, on est capable de prédire la météo au-delà de 15 jours, enfin, jusqu'à 15 jours quasiment. Donc on sait comment ça marche à court terme. Ah ouais, on est capable de prédire la météo au-delà de 15 jours. Déjà, tu vas me faire des prédictions sur 1 an, qu'on rigole, et puis sur 2 ans, puis sur 5 ans. Vraiment, là, on va se marrer. Là, tu vas voir la différence entre ta carte et le territoire. Mais c'est là où on repart dans ce que je vous avais déjà expliqué sur hypnomachie, qui est que ces gens-là ont besoin d'un doudou. Ils ont besoin d'un doudou pour ne pas se rendre compte à quel point ils vivent dans un univers chaotique complexe. Et en fait, c'est un mécanisme de défense psychologique, mais plutôt que de reconnaître qu'ils ont ce mécanisme de défense psychologique, ils vont le projeter sur les complotistes, qui l'ont aussi, hein. C'est pas, sur les paranoïaques d'ailleurs. Vous avez vu comme ils ont réussi à me faire mélanger les deux. Ils vont le projeter sur les paranoïaques, qui l'ont aussi, effectivement. Les complotistes, ça dépend. Ça dépend si c'est des complotistes paranoïaques ou des complotistes non paranoïaques, justement. C'est vraiment un fiel, vous voyez comment ça rentre jusque dans ma... Alors pourtant je suis surentraîné à résister à ce genre de truc, mais... Justement, on a beau s'entraîner, au bout d'un moment on se rend compte qu'on a beau s'entraîner des heures, des centaines, des milliers d'heures, le simple fait d'être exposé à ces conneries fait que ça va quand même rentrer. La meilleure défense, c'est de couper la télé, de couper ce genre de trucs et de pas les écouter. Moi je mouille le maillot pour vous faire ces vidéos-là, mais je paye le prix fort neurologiquement, malheureusement. Peut-être arrêter d'ailleurs.
Et en négligeant les fluctuations, on peut dire comment ça va marcher à long terme. On peut caler les modèles de prédiction par la connaissance du climat du passé, qu'on peut étudier. Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il y a 5 minutes, je vous ai dit que c'était important de vider sa tasse, d'écouter d'où l'autre parle, etc. Donc j'aurais bon dos de caricaturer ce que dit Klein là présentement. Bon. Il est en train de nous dire un certain nombre de choses, qui est de dire que, regardez à 15 jours, on arrive quand même à voir globalement des prédictions qui marchent très bien. C'est bien que notre carte est bonne et qu'on sait à peu près modéliser correctement la chose. Non. Cela s'appelle l'apprentissage superstitieux. Alors évidemment, quand on regarde l'apprentissage superstitieux, là encore, à l'intérieur de la notion, on se rend compte qu'il y a toujours ce conflit mimétique pré-rationnel-rationnel, mais que quand on regarde la définition stricte de l'apprentissage superstitieux, on se rend compte que la méthode scientifique et la pensée rationnelle rentrent toutefois dans cette définition, à moins de faire une définition ad hoc. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur la zététique. C'est un biais cognitif bien connu qui a été largement mis en évidence. Je ne vais pas là encore vous refaire cette vidéo, je vous y renvoie. Mais l'être humain adore, quand il essaye d'inférer quelque chose et que ça fonctionne, croire que sa théorie est juste. C'est même là-dessus que se basent toutes les superstitions du monde. Il y a des études par IRM qui montrent comment certaines zones du cerveau s'activent quand il y a un lien comme ça entre l'anticipation d'un résultat et ce résultat. On est gratifié au niveau limbique. À partir de là, on se dit « j'ai sûrement raison. Avec ma patte de lapin, c'est sûrement parce que j'ai ma patte de lapin qui m'est pas arrivé malheur, etc. etc. » Bref, je vais pas vous refaire ici la vidéo sur la zététique, je vous y renvoie. Mais il illustre là parfaitement le propos que j'y tiens. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la façon qu'il a de dire, en négligeant certains paramètres, on devrait... Oui, mais justement, ce sont précisément ces paramètres qui font que une immense majorité des prédictions des différents rapports du GIEC se sont avérées complètement foireuses. Et là, on commence à avoir suffisamment de temps. Là, on commence à avoir 20 ans, 25 ans de recul sur ces modèles-là. Et même s'il y a certaines prédictions qui sont avérées plutôt dans des intervalles tout à fait corrects, d'autres en revanche ont été complètement déconnantes. Et plus on attend et plus on se projette loin, plus l'intervalle de confiance va être faible, et à un moment donné, en fait, il s'agit réellement d'une posture de l'être humain qui est « est-ce que je suis OK avec le fait de vivre dans un monde chaotique complexe ?» Et de toute évidence, Klein ne semble pas OK avec ça. Mais là, on est beaucoup plus dans le pulsionnel, comme disait Dorian, l'autre intervenant en début de vidéo. Mais donc, c'est vraiment une fuite de soi. C'est est-ce que le pulsionnel, c'est les autres, ou est-ce que je reconnais que nous avons tous en nous du pulsionnel, et qu'à partir de là, la vraie question, c'est dans quelle mesure je connais ma pulsion. À partir de quand je connais mon nombre, mes émotions enfouies, mon inconscient, mon subconscient, et à partir de quand est-ce que j'ai conscience de comment est-ce que ça impacte mes raisonnements. Au lieu de rester perché là-haut dans la tête à dire bla 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 bla, perdu dans un conflit mimétique en croyant qu'il n'y a que moi qui sais raisonner et pas l'autre. C'est quand même une bonne question à se poser, si on veut vraiment aller un petit peu au-delà du statut de demi-habile. Donc on dispose de plein d'éléments qui en réalité nous permettent d'atténuer cette ignorance. Ce que je reproche à ce type de discours, c'est qu'il confond la science et la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances validé dont on appelle le douter. Tu as le droit de penser que le passé prédit l'avenir, mais cela en dit plus sur toi, ton fonctionnement, tes fonctions cognitives et tes filtres que sur le réel. Avant qu'un astéroïde ou une météorite percute la planète et qu'on assiste à l'extinction des dinosaures, ça n'avait pas eu lieu. Le propre de tous les grands changements, c'est qu'ils n'ont pas eu lieu avant. Avant qu'on mette le pied sur la Lune, on l'avait jamais fait. Avant qu'il y ait une épidémie mondiale de Covid, il n'y en avait jamais eu d'épidémie mondiale de cette taille, etc. En tout cas, de ce retentissement médiatique, on va dire ça comme ça, etc., etc. C'est le principe du nouveau, en fait. C'est le problème avec cette manière de penser que le passé permet de prédire l'avenir, c'est que ça exclut toute rupture. Or, l'histoire de l'humanité n'est fait que de rupture. Inventer le feu, à un moment donné, un mec a dit « Ah putain, on peut cuire la viande, etc. » C'est une rupture. Le droit de vote des femmes ou le fait de leur laisser avoir accès à un compte en banque, c'est une rupture. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Ouais, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc. Ah merde, j'ai dit Shoah. Merde. Merde, le robot YouTube. Oh, c'est pas grave, on va le laisser. Voilà, donc je comprends ce que tu veux dire, Monsieur Klein, mais tu le dis avec un manque d'humilité épistémique. C'est pas ce que tu dis, c'est d'où tu le dis, en fait.
C'est en soi le fait de tenir le propos qui dit nous avons tout de même une connaissance basée sur le passé, qui n'est pas nulle et qu'il conviendrait de considérer, aucun problème. Mais par contre, quand ça t'amène à nier le point de vue opposé, là, on rentre dans la logique sacrificielle parce que tu n'es pas conscient de ton propre pathos. Et les bonnes réponses à des questions bien posées. L'atome existe, la Terre est ronde, les espèces vivantes évoluent, l'univers observable est en expansion. Pas de doute. Ah bah vas-y, démontre-nous que l'atome existe, qu'on se marre un peu. Ah, j'aimerais bien voir ta démonstration, dis donc. Ah, je serais vraiment curieux, mais Tiens, je vais même te mettre 5000 balles sur la table. Tiens, voilà, si jamais tu vois cette vidéo, hein, monsieur Klein, je te mets 5000 balles sur la table, démontre-moi que l'atome existe, qu'on rigole. Pas de doute. Pas de doute, en tout cas, c'est pas la vérité absolue, mais en tout cas, pour critiquer cela, il faut des arguments. Ouais. Voilà, et c'est ça, là, c'est pas la vérité absolue, mais on va faire comme si. Et c'est à cet endroit-là que vous perdez de l'information. Et si vous aviez justement assez de ressources cognitives pour dire, mais non, en fait, tout ça, l'univers est en expansion, le darwinisme, etc., ce ne sont que des modèles. Ce sont peut-être les meilleurs modèles qu'on ait rationnellement parlant. Ok, ça je n'en disconviens pas, mais ça ne sont que des modèles. Or, quand tu dis l'atome existe, tu confonds la carte et le territoire. Et tant que tu es dans cet état-là, tu ne peux pas faire d'épistémologie puisque tu es commandé par ton limbique qui est en recherche de points de repère pour se simplifier le réel. Pas de doute, en tout cas, c'est pas la vérité absolue, mais en tout cas, pour critiquer cela, il faut des arguments que personne ne peut imaginer, qu'on n'a pas aujourd'hui. Des arguments que tu peines à imaginer. C'est le travail de n'importe quel chercheur d'imaginer ces arguments et puis de les tester dans une démarche scientifique. Donc là, en fait, tu es simplement en train de projeter sur le monde et sur les gens tes propres limites cognitives. Quand je vous disais que l'inconscience de son propre pathos empêche de raisonner pleinement, je ne pensais pas si bien dire. Mais ce corpus de connaissances, il est incomplet. Et donc, il pose des questions c'est là que la recherche intervient. Voilà, dont nous ne connaissons pas les réponses. Donc rétrospectivement, quand on se penche un peu sur le distinguo que tu essaies d'introduire entre science et recherche, ça me semble vraiment relever de la notion de certitude, pas certitude. C'est comme si la recherche était l'endroit nébuleux où on ne sait pas trop où on cherche, et puis la science, et c'est bon, ça y est, ça c'est clair, l'eau bout à 100 degrés, on le sait, ça risque pas de changer demain, etc. En réalité, tu n'en sais rien. Tu aimerais le croire de tout ton cœur parce que ça t'aide à stabiliser un sentiment de sécurité qui, chez toi, est un petit peu branlant. Mais épistémologiquement parlant, rationnellement parlant, tu utilises simplement une heuristique et ensuite, tu oublies que c'est une heuristique. Orwell en parlait déjà, hein, ça s'appelle la double pensée. C'est-à-dire que tu as une double pensée, puis après tu oublies que tu fais une forme de double pensée comme ça. Mais ça n'est pas ça, faire de l'épistémologie. Ça, c'est utiliser l'épistémologie à des fins psychologiques. Mais pardon, vous êtes au degré suivant, parce que pour l'instant, l'adversaire, c'est pas celui qui dit Einstein a raison sur Newton, c'est celui qui dit la Terre est au centre de l'univers. C'est-à-dire que l'ennemi, en l'occurrence, l'obstacle, le problème... Je crois que là, tu as tout dit, Raphaël. L'adversaire, hein, l'adversaire, c'est l'autre nom de Satan. Tu fais là du satanisme, Raphaël, tout simplement, en voyant chez un certain nombre de tes frères humains des adversaires. Il n'est pas question de voir des opposants ou des adversaires, mais simplement de reconnaître la multiplicité des niveaux de réalité, de reconnaître qu'il y a de la place sur cette terre pour des gens centrés en pré-rationnel, il y a de la place sur cette terre pour des demi-habiles centrés en rationnel, il y a de la place pour des gens centrés en transrationnel. Et les choses sont très bien ainsi. Mais c'est là où il y a besoin encore de ce conflit mimétique pour se prouver qu'on est du bon côté de la barrière, etc. Et je me doute bien qu'il y a des gens qui entendront dans demi-habile une forme de conflit mimétique là où il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y a aucune connotation émotionnelle, là encore, j'en ai parlé dans la dernière vidéo entre liens et relations. C'est pas tout de dire les choses, encore faut-il qu'elles soient entendues. Et la meilleure façon de savoir si le propos a une connotation émotionnelle ou si jamais c'est de la pensée pondérée, c'est de voir si le raisonnement se tient. Si le raisonnement se tient, on est peut-être dans de la pensée pondérée, c'est peut-être nous qui avons entendu ça avec notre limbique et peut-être qu'on pourrait faire preuve de charité épistémique par rapport à la personne qui s'exprime. Mais si, comme dans le propos de nos trois amis, il y a par exemple le bon soupçon et le mauvais soupçon, ou il y a les histoires
de charge de la preuve là complètement embrouillé, de Klein, etc. Et ben on se rend compte que le raisonnement en fait ne tient pas et qu'il s'agit bel et bien d'un propos limbique, ce qui est ensuite confirmé quand Enthoven dit c'est l'adversaire, etc. Donc là à un moment donné on a un faisceau d'indices qui vont tous dans la même direction. À un moment donné, y a-t-il un seul élément opposé qui rattrape? Non. Et c'est là où je vous invite à percevoir depuis quel espace est-ce que le locuteur s'exprime, notamment avec ces petits leviers de contrôle, pourrait-on dire. Voilà, petite vidéo rapide, totalement au débeauté, mais je dois dire que voir ces trois larrons comme ça en train de s'auto-congratuler en prétendant faire de l'épistémologie alors qu'il y a quasiment 1 ou 2 sophismes par phrase, et ben m'a simplement donné envie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a enrichi au moins un minimum. Comme d'habitude, si c'est le cas, pouce, partage sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs d'être restés là pendant ce mois de maladie qui me laisse encore une espèce de vilaine toux. Désolé pour la voix, bon, je préférais vous faire la vidéo que pas vous la faire. Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt. Salut Internet! La dictature micronienne sur mon corps ne passera pas. Passe mon passe sanitaire, ton tyran et c'est vendu. Moi c'est sans geste barrière que je leur crache dessus. Passe mon passe sanitaire, ma marine crie salaud à l'écouvillon viole les naseaux. Passe mon passe sanitaire, le Covid n'existe pas. Le vaccin totalitaire ne touchera pas mon bras. Passe mon passe sanitaire, ma révolte je la crie, car ton masque autoritaire m'a conduit en psychiatrie. Passe au mon passe sanitaire, le nouveau single de Francis Grolan, en concert tous les soirs à l'hôpital Saint-Lingros.